Au moment des indépendances, c'était une urgence, une priorité. Il fallait former des cadres africains. Il fallait des diplômés pour prendre en main la gestion des administrations, des entreprises des pays nouvellement autonomes. Plus de 60 ans après, le pari semble réussi, puisque les docteurs en toutes les disciplines, il y en a foison sur le continent. Des universitaires au titre ronflant sans légion. Les coopérants blancs ont cédé la place dans les lycées et universités à des nationaux. La plupart de nos États sont désormais gérés par des grands diplômés. Ils ont presque tous remplacé les télégraphistes, les instituteurs, les bidas placés par le colonisateur au moment du départ. C'est clair, les cursus des chefs d'État et de leurs ministres en Afrique fait aujourd'hui pâlir même certaines nations occidentales, tellement ils sont diplômés. Mais curieusement, les choses ne vont pas pour autant mieux. Dans la majorité des pays, les populations semblent nostalgiques des pères des indépendances et ironisent même de plus en plus sur ces intellectuels, ces longs crayons, ces cadres qui ont souvent fait pire que leurs parents. Ces diplômés qui manquent d'engagement, qui sont plus dans le mimétisme que dans la recherche des solutions adaptées à leur environnement. Bref, le débat sur le rôle des intellectuels se passionne, notamment dans les milieux populaires où ils sont de plus en plus perçus comme les responsables de l'échec, du non-développement de l'Afrique. Quel est le rôle de l'intellectuel africain qui peut être considéré comme intellectuel? C'est quoi les critères pour le définir? N'a-t-on pas plus fabriqué des diplômés et non des intellectuels? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à notre élite, à nos diplômés. Avec sur ce plateau, installé à Bamako, plusieurs invités. D'abord, M. Mossadegh Bali, chef d'entreprise, fondateur et président du groupe Azalaï, groupe hôtelier africain présent dans de nombreux pays subsahariens. Bonjour, M. Mossadegh Bali. Bonjour, Alain. Merci d'être là. Notre second invité est Maître Fatoumata Sidibé Diarra, avocate au barreau de Paris et du Mali. Bonjour, Maître Fatoumata Sidibé Diarra. Bonjour, Alain Foucault. Merci. Notre troisième invité est M. Youba Sokona, scientifique malien, vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, Alain. Quatrième invité de ce plateau, M. Karim Sy, fondateur, président de Jocolabs Global, membre Conseil national du numérique. Il faisait partie du Conseil présidentiel pour l'Afrique du président Emmanuel Macron. Bonjour Karim Sy. Bonjour Alain. Alors, merci d'être là. Ce débat passionne, ce débat divise, et on se regarde souvent en chien de faïence lorsque l'on en parle. C'est quoi un intellectuel en Afrique? Comment on définit l'intellectuel en Afrique? C'est celui qui a passé beaucoup de diplômes, qui est docteur en je ne sais pas trop quoi, qui a beaucoup de doctorats, ou bien c'est qui? Là, j'ai envie de commencer par Mossadegh Bali. Merci Alain Foucault. C'est un sujet brûlant, surtout maintenant dans la plupart de nos pays qui sont, je dirais, en transition ou en crise, tel que le Mali. Pour moi, un intellectuel, c'est d'abord quelqu'un qui a un exercice intellectuel, qui a des compétences intellectuelles, qui est une autorité morale dans son domaine et qui se permet d'émettre des avis sur des sujets qui sortent de son domaine, sans pour autant avoir un exercice ou une pratique dans le domaine politique. Pour moi, c'est ça un intellectuel. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans son laboratoire ou qui enseigne et qui reste là. C'est plutôt quelqu'un qui, fort de son esprit, fort de ses connaissances, fort de ses compétences, se permet d'émettre des avis, parfois de tirer la sonnette d'alarme sur des sujets qui concernent la cité. Qui concerne sa cité. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Maître Diarra? Oui, tout à fait. Pour moi, un intellectuel, c'est effectivement quelqu'un qui exerce un certain art de l'esprit, qui, fort de ses connaissances, a une certaine maturation de l'esprit critique qui lui permet justement d'analyser, d'observer et de proposer. Et j'ajouterais que l'intellectuel, justement, fort de ses capacités, doit s'engager, doit s'ériger en autorité, gardien de nos valeurs, gardien de certains principes, et doit faire corps avec la société pour justement mettre des mots, MOTS, sur les mots, MAUX, que nos populations vivent. Donc pour moi, un intellectuel doit faire corps avec la masse, entre guillemets, et être le porte-parole des problèmes de celle-ci, proposer des solutions, mais également s'engager pour l'application de celle-ci. Alors, est-ce que lorsqu'on écoute ces définitions qui se ressemblent, qui sont quasiment les mêmes, le fait qu'il ait une valeur morale, qu'il ait une fonction de proposition, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'on regarde, nous avons des intellectuels? Y en a-t-il ou pas?
C'est ce qu'on a. Il y en a, et puis il y en a toujours eu des intellectuels. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout nouveau. Dans toute société, dans tout pays, dans tout système, on a 3 grands groupes qui doivent interagir. Le politique, ce que l'on appelle le monde de la connaissance, du savoir dont fait partie les intellectuels, et la pratique, c'est-à-dire la société. Il faut une interaction entre les deux, et l'intellectuel doit être entre les deux, c'est-à-dire émettre des idées, émettre des visions, pour informer les politiques à tous les niveaux, du niveau local jusqu'au niveau national, et en même temps observer la société, la dynamique qu'il y a, la comprendre pour des propositions concrètes, pour un meilleur développement, pour un meilleur bien-être de cet ensemble-là. Mais on a le sentiment, lorsqu'on écoute les populations, que finalement on n'a plus d'intellectuels, que les intellectuels chez nous ne remplissent pas cette fonction que vous évoquez. Comment expliquer le fait qu'aujourd'hui on ait le sentiment qu'il y a une défection vis-à-vis de ceux qui sont considérés ou qui devraient être considérés comme des intellectuels, que l'on perçoit plus aujourd'hui que comme des diplômés? Moi, je pense qu'il faut voir peut-être un décalage aujourd'hui avec le terrain. Et je pense que Moussadegh nous a parlé de pratique. Je pense qu'on nous parle d'un savoir là, théorique qui a été acquis à l'école, à l'université, etc. Il y a aussi le savoir pratique du terrain. Moi, je me rappelle quand je suis revenu du Canada au Mali, on avait une pompe à eau manuelle qu'on avait amenée dans les villages. Les gens trouvaient ça fantastique. On avait une expérimentation de terrain qui donnait très bien. Et quand on l'a présenté à la foire de Bamako, on a des experts de la Banque mondiale qui étaient venus rigoler de notre pompe. Donc on voit bien le décalage entre les gens qui sont les soi-disant experts internationaux en plus, versus ceux qui sont sur le terrain, qui ont la connaissance de leurs problématiques. Vous savez, l'étymologie du terme expert, c'est expertus. Quelqu'un qui a une expérience sur quelque chose. Donc je pense qu'aussi, il faut que la connaissance se confronte à la réalité de la pratique et du terrain. Et avec cette conjonction des deux, avec le temps, c'est l'expertise qui se développe, qui peut en plus prendre un décalage par rapport à la théorie. Pour devenir un vrai expert, c'est qu'en fait, on dépasse la théorie pour pouvoir l'appliquer à différents champs de compétences. On entend de plus en plus les gens dire ce que nous avons, c'est des diplômés, c'est des gens qui ont accumulé des connaissances livresques, qui ne sont pas adaptés et qui sont dans le mimétisme. Est-ce qu'on n'exagère pas un peu? Est-ce qu'on ne peut pas, comme ça, accuser l'ensemble de ces diplômés-là de ne pas être utiles à cette société? Vous avez le sentiment que la formation donnée à ces populations, donnée à ces cadres africains n'est pas adaptée?